Bon, ça va, ça va. Basta. Mais c'est pareil, là ou là, le regard est le même. Bon. Merci au photographe. Gracias. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Bienvenidos. Pourquoi tu es si loin? It's my place, sorry. Ah bon? You feel so lonely there? Tu veux pas venir avec ton micro? Viens. Okay, but I don't know if I go. We can share the micro? Push le micro. On dirait des ennemis. Ça, c'est pour un divorce. Ça, c'est bien, pour un divorce. Okay. Ah ben oui, Roberto. Bonjour, Roberto. Bueno, les decía buenos días a todos, bienvenidos a la... Pas de publicité. Ya estamos. Buenos días a todos. Bonjour. Mesdames et messieurs, je sais que la personne assise à côté de moi et tout près, comme elle l'a voulu, n'a pas besoin de présentation. Agnès Varda, notre prix Donostia, l'un de nos prix Donostia de cette édition. C'est un plaisir et un honneur de l'avoir parmi nous. Et peut-être avant de commencer, de démarrer avec les questions, Madame Varda, Agnès, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu cette expérience à Saint-Sébastien et ce prix que vous allez recevoir? Plusieurs fois à Saint-Sébastien. La ville est magnifique, le fleuve, la mer, mais je suis venue comme cinéaste. Je ne me rappelle plus quel film j'ai présenté. Mais une autre fois, je suis venue avec ma fille et mon fils pour une rétrospective des films de Jacques Demy, Mon cher amour. Et puis, je suis venue aussi une fois parce que mon fils, Mathieu Demy, a présenté un film qu'il a écrit et réalisé, Americano. Et puis me voilà encore une fois. Et cette fois-ci, avec le film que j'ai fait avec mon compagnon JR, et je regrette qu'il ne soit pas là parce que nous avons fait le film à 4 yeux, à 4 mains, et nous avons toujours fait les présentations ensemble, les festivals, mais il est à New York où je dois aller la semaine prochaine. Il n'a pas pu venir, donc ma petite personne représente 2 personnes, le grand JR, le jeune JR et moi. Et à cette occasion de montrer notre film, Visage Village, qui a été traduit Gente Places, comment ça s'appelle la version espagnole, comment ça s'appelle? Comment se llama? Faces, caras lugares, si. Para mí es caras pueblos. Pour moi, c'est plutôt... Bon. Et on est très content d'avoir un distributeur espagnol qui va montrer le film, parce qu'on fait des films pour qu'ils soient vus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film, mais nous, on aime répondre à la vision du film. Donc, Roberto peut-être veut me poser des questions, mais moi, je suis très contente ici parce que ce festival me donne un prix, m'honore d'un prix, Donostia prix, le award, comment on dit, premio prezio, comment on dit en espagnol le prix? Premio. Premio Donostia. Premio. Donostia Premio. Et alors, ça fait toujours plaisir, voilà. C'est un cadeau, je l'accepte avec plaisir et modestie. Muchas gracias. Pues tenemos preguntas ya por aquí. Oui, voilà, il y a déjà des questions. Félicitations, madame. Félicitations pour le prix Donostia. Félicitations. Je crois que vous avez un grand cœur et ça se voit sur vos films, dans vos films. J'ai une question à vous poser par rapport aux femmes cinéastes. Les femmes cinéastes que vous représentez tellement bien. Elles continuent de pousser, n'est-ce pas, de faire un effort pour trouver leur place, leur espace. Je voudrais savoir comment avez-vous envisagé le fait de devenir cinéaste dans un monde d'hommes, qui continue à être un monde d'hommes. Comment avez-vous fait, Madame Varda, pour être une cinéaste dans ce monde d'hommes, hommes cinéastes? J'ai fait du cinéma. Il se trouve que quand j'ai commencé en France,
il y avait 3 ou 4 femmes cinéastes qui faisaient ce métier comme tout le monde, si je peux dire. Et moi, j'ai tout de suite voulu faire un cinéma radical. Pas spécialement en tant que femme, en tant que cinéaste radical. Mon premier film, en 1954, qui est très peu connu, mais qui est connu par ceux qui s'intéressent au cinéma, était complètement radical. Et ensuite, au moment de la nouvelle vague, j'ai essayé de travailler sur les structures. Le film qui est un peu connu, qui s'appelle Cléo de 5 à 7, je me suis donné des freins, je me suis donné des difficultés. C'était du temps réel, c'était de la géographie réelle. C'est-à-dire, j'ai essayé d'utiliser le cinéma avec ce que l'art contemporain pouvait apporter au cinéma. Alors, ce n'est pas spécialement en tant que femme que je me suis battue, c'est en tant que cinéaste. Mais aussi, dès mon premier film, j'ai espéré que des femmes vont venir. J'ai suggéré aux femmes de rentrer dans le cinéma, pas seulement réalisatrice. J'ai dit, mais vous pouvez faire ingénieur du son, mixeur, vous pouvez faire la régie, vous pouvez faire la direction de production, la production et réalisateur. Parce que vous savez, c'est un métier, on n'a pas besoin d'être fort musculairement, on a besoin d'être un peu intelligent, mais tout le monde peut faire du cinéma. Donc, est-ce que pourquoi il n'y avait pas beaucoup de femmes? Mais parce qu'elles n'ont pas osé. J'ai dit, sortez de votre cuisine, sortez de votre maison, sortez de l'université, prenez les outils du cinéma, le cinéma. Et j'ai été très heureuse de constater quand même qu'en tout cas en France, maintenant on a une centaine de femmes cinéastes. Et elles ont été acceptées par le milieu cinématographique quand une ou deux ont commencé à rapporter de l'argent. Parce que l'argent est le maître mot de tout ça. Et j'ai eu de la chance de faire des films avec peu d'argent, qui ont eu peu de succès, mais un succès de qualité, si je peux me permettre, puisque encore maintenant dans le monde entier, on me parle des films anciens que j'ai faits. Donc, quand je reçois ce prix Donostia, ça m'impressionne beaucoup parce que j'ai regardé la liste. C'était que des stars acteurs, des stars metteurs en scène. Je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'on donne le prix à une personne marginale qui travaille pour le cinéma, honnêtement, mais qui ne rapporte pas d'argent. Alors peut-être c'est ça ce qui est exceptionnel. C'est pas d'être une femme, mais c'est d'être une cinéaste avec pas très bancable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version? Muy especial. Bon, spécial. Peut-être que je suis spéciale. Madame Barda, merci pour votre présence ici. Je voudrais profiter en tant que spectateur. Je voudrais, en tant que spectateur, pour profiter et vous remercier d'avoir joué avec les images et d'avoir mis de la poésie dans la réalité tout au long de votre carrière. Mais j'ai une question spécifique concernant votre nouveau film, le plus récent. Dites-moi, s'il vous plaît, si ma vision est correcte. Vous avez fait une radiographie de la France actuelle, mais en même temps, une réflexion concernant votre propre parcours, une réflexion sincère. Alors, dans ce sens-là, comme vous parlez de vous-même sur le film, vous parlez de vos problèmes avec les yeux, avec la vue, je ne sais pas si peut-être l'objectif pour nous, les spectateurs, est que chacun d'entre nous, nous avons une vision un peu floue et qu'il nous faut un ophtalmologue pour récupérer ce monde que vous revendiquez. Ah, mais non, mais non, mais non. Vous n'êtes pas obligé d'être vieux et vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux malades. Vous savez, l'idée, c'est de partager des images et des sons, de partager une vision. Et ma vision physique n'est pas très bonne. Vous êtes tous flous, mais vous êtes tous très beaux. Donc, ça va. Mais l'idée qu'on a eue avec JR, qui, non seulement de travailler ensemble, malgré nos différents âges, qui n'a pas compté dans notre relation artistique, mais l'idée, c'est que un petit peu documenter les misères de la vieillesse en les réinventant. C'est beaucoup plus amusant de faire un tableau ophtalmologique géant et de demander aux gens qui fassent un peu ça. C'est beaucoup plus amusant que de vous donner mon rapport médical et 0,2 sur 10, ça n'est pas intéressant.
on a essayé de trouver des formes. Par exemple, le vieillissement, qui est quelque chose qui est dans ma vie, on l'a abordé avec GR en riant. Quand je monte les escaliers, j'ai dit que j'ai mal aux escaliers. Quand je montre mes mains à mes petits-enfants, ils disent que c'est un beau paysage. On peut vraiment, par l'imagination, la force de l'esprit, et surtout l'idée qu'on ne va pas se faire avoir par la réalité. La réalité est là, mais les artistes, on peut un peu la réinventer, lui trouver une autre forme, un autre rythme. Et JR m'a beaucoup aidé parce que sa bonne humeur et sa façon de se moquer un peu de moi était très saine, était très amusante. Il n'y a aucune raison de dire « Ah, on dit rien, on respecte les vieux ». Les vieux sont comme les autres, ils ont envie de rire, ils ont envie de faire des blagues. On peut aussi se moquer des jeunes. Les petits-enfants qui ne marchent pas très bien, on ne se moque pas d'eux. Eh ben, on ne doit pas se moquer des vieux qui ne marchent pas très bien. Donc, on a établi très naturellement une amitié créative pour que les spectateurs rencontrent les personnes qu'on a rencontrées. C'était ça notre idée, l'idée du lien. L'idée que, par exemple, je prends un exemple, on m'a posé cette question sur la politique. Eh bien, nous n'avons jamais demandé aux personnes que nous avons filmées quelle était leur opinion politique. Jamais. Peut-être qu'ils étaient de droite, de gauche, du milieu. On n'a jamais parlé de ça avec eux. On a essayé de faire personne to personne. Parce que chaque personne, avec son visage, sa façon de parler, son comportement et son travail, nous semblait tout à fait intéressante. Alors, on a eu la chance, le hasard nous a aidés. Parmi les gens qui étaient là, on est tombé sur des personnes particulièrement intéressantes. Je prends un exemple de hasard. On est parmi des ouvriers dans une usine. On essaie de faire un groupe. Il y a tout d'un coup un type bien habillé, avec un costume, une cravate. Et je le remarque, et je dis, vous allez à une fête? Il dit, ben oui, mais je fête le dernier jour, mon dernier jour à l'usine. Et voilà, tout d'un coup, un homme qui nous parle, et on comprend que 37 ans ou 40 ans dans la même usine, le jour où il s'arrête de travailler, il est complètement paniqué. Et avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'honnêteté, il nous dit, je suis au bord de la falaise et je vais tomber. Et j'ai été complètement, moi, bouleversée par ce témoignage, et peut-être que vous aussi, parce que on parle toujours de la retraite. Alors, les gens marchent dans la rue, la retraite à 60 ans, la retraite à 64 ans, et on veut plus d'argent, et on veut une prime de pénibilité, ça. Et tout d'un coup, on est juste devant une personne qui a travaillé dans une usine et qui s'arrête de travailler. Et moi, je pense qu'on a fait un cadeau aux spectateurs de leur proposer d'écouter cet homme et de comprendre son désarroi. Je prends ce petit exemple, mais c'est un des exemples de l'attitude de documentariste que nous avons eue, JR et moi. C'est-à-dire d'être tout le temps à l'écoute, avec les yeux qui regardent dans les coins et les oreilles qui écoutent au-dessus et dessous, pour qu'on attrape tout ce qu'il y a de subtil, de délicat, de différent, qu'on l'attrape dans le film et qu'on vous l'apporte. C'est vrai que la Dame du Nord, et ça c'est un épisode qui est un petit peu passéiste, puisqu'elle parle de son père et des mineurs, mais elle a fait venir des gens qui ont tout d'un coup réévoqué cette profession. Et qu'est-ce qui marquait le plus? La fraternité, qui avait l'air perdue. Donc nous, on a été impressionnés de parler des choses d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un entre vous sait qu'on arrache les cornes des chèvres. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Les cornes des chèvres, ça vous dit rien? Moi, j'avais remarqué ça. On a commencé à faire l'enquête avec GR. Alors, on n'est pas des spécialistes des animaux, on n'est pas des spécialistes de la vie à la campagne, mais on s'est approché de ce sujet-là et on a essayé de comprendre pourquoi, comment une dame passionnée dit qu'il faut garder les bêtes comme elles sont, avec leurs cornes, avec leur violence, avec leur combat. Donc, c'est nous qui apprenons quand on fait un documentaire. Non seulement on est au service de ceux qu'on filme, mais ils nous enseignent quelque chose. Donc, moi, je fais beaucoup de documentaires pour ça. Parce que j'ai aimé faire des fictions, écrire et exprimer un peu l'ego. Mais quand on travaille avec d'autres gens et que le but est de les faire connaître aux spectateurs, on est dans une position très intéressante parce qu'on est les intermédiaires.
Maintenant, vous connaissez ces personnes. Je suis sûre que vous aimez ce facteur, le facteur de bonne humeur que j'ai hier mis sur une maison sur 3 étages. Il est le héros du village maintenant, le facteur. Et dans son cas, d'ailleurs, c'est pas tout à fait effacé. Mais très souvent, ce qu'il a mis sur les murs est effacé par le vent, par la pluie. Et donc, nous avons travaillé avec la conscience de l'éphémère de ce qu'on fait, de ce qu'on met sur les murs, mais en même temps, d'une façon un peu trichée, parce que quand nous avons installé sur le rocher une très belle image de mon ami Guy Bourdin, on savait que la marée va l'enlever, on savait que le lendemain matin, plus rien, mais on l'avait filmé. Donc on joue avec l'éphémère. On sait que les rencontres sont éphémères, les collages au mur, mais nous, on essaye un petit peu quand même de les mettre dans la pellicule pour qu'on ait le souvenir de ça, pour que le contact qu'on a eu avec les gens existe sur la pellicule et vous touche. Je ne sais pas si vous avez des questions sur certaines des personnes qu'on a filmées. Et quelquefois, les journalistes disent le personnage. J'ai dit non, ce n'est pas des personnages, ce sont vraiment des personnes qui nous ont fait confiance et avec qui on a sympathisé énormément et que cette sympathie, cette empathie traverse le film et certains vous ont mis la larme à l'œil, j'espère, d'autres vous ont fait sourire, comme on a essayé que tout le film vous mette dans un état de sourire avec un peu d'émotion pour que, en sortant du film, on se dise que les gens sont bien intéressants. La vie est bien intéressante si on écoute, si on la regarde. Et particulièrement parce que nous avons toujours choisi des personnes sans pouvoir, sans aucun pouvoir, ni dans leur vie professionnelle, ni dans leur vie spéciale. Parce que ce sont ceux-là qui sont les moins connus. Et il y a déjà beaucoup de documentaires. Moi, j'en vois beaucoup. Il y a des documentaires magnifiques sur les gens sans pouvoir. Mais en tout cas, c'était une certitude qu'on ne prendrait jamais quelqu'un qui avait ou du pouvoir, ou de l'argent, ou de la propriété, ou de la direction. On essayait de trouver des gens, les normaux, les millions d'habitants qui sont comme ça. Et c'est ceux-là qui nous ont plu. Une question? Teníamos una pregunta ahí también. Je ne me rappelle pas votre question, monsieur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Perfecto. Ou un peu à côté? C'est bien. Sí, sí. Très bien. Tenemos otra aquí. Hola, buenos días. Bonjour, Madame Varda. Usted se define Vous vous définissez como radical comme une femme radicale y marginal. et marginale. Y en su Et dans votre film et dans votre travail, dans vos films, dans ce film-ci, il y a de la tristesse, un petit peu, un arôme de perte, mais il n'y a pas de rage, vous n'êtes pas fâché. Dans votre cinéma, on a l'impression comme s'il y a toujours de l'espoir, une espérance, de l'espoir, mais non pas au style Hollywood, mais un espoir réel dans l'être humain. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces deux pôles? D'une part, la radicalité et la marginalité, mais sans être fâché, enragé, comme Godard. Les films commencent pour des raisons différentes. Par exemple, j'étais en colère et un peu enragée quand j'ai commencé à remarquer dans un marché dans la rue, ceux qui viennent le mardi et le vendredi ou comme ça, qu'à la fin du marché, il y avait des gens qui ramassaient tout ce qui était par terre, les restes de légumes, des œufs un peu cassés, et qu'ils faisaient leur marché après le marché. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce problème du glanage, c'est-à-dire ramasser ce qui est jeté. Et à la campagne, justement, j'ai été étonnée que les cultures de patates soient tellement codifiées en forme, en format, et que tout le reste était jeté. Et ça m'a mis en colère. Et ça m'a mis en colère. Je me dis, je vais essayer de faire un film, et vous l'avez peut-être vu, ça s'appelle Les glaneurs et la glaneuse. En espagnol, les pescadoras. Bon. Et ça, c'était intéressant, parce que je me suis rendu compte... Comment? Vous avez levé la main? No, next. It will be the next question, don't worry. Que ça, je me suis dit, on doit parler d'eux, parce que tout le monde va se réveiller et comprendre qu'on jette beaucoup trop.
il y a surconsommation, surdéchets, égoïsme de tout le monde, de nous aussi. Et j'ai essayé qu'on ait une autre attitude envers ceux qui sont par terre. Mais par contre, le dernier film, je ne suis pas du tout en colère. JR et moi, on était plutôt en empathie, en sympathie avec les gens. On s'est dit, voilà justement, comme j'ai dit, on ne s'intéresse pas à leur vote, on s'intéresse à leur personne. Et on n'est pas sociologue, on n'est pas anthropologue, on est juste cinéaste. Et on a essayé d'être honnête pour que vous ayez des rencontres réelles avec des gens plus ou moins rigolos. Et avec ce procédé, ce camion magique quand même qui est très drôle, parce qu'ils rentrent, ils ont une petite photo d'identité idiote pour mettre dans le passeport, et puis qu'est-ce qui sort? Une affiche. Et ils sont fiers, et s'ils veulent, ils peuvent l'emmener chez eux, et s'ils veulent, ils veulent bien la mettre au mur avec les autres, parce que tout ça était gratuit. On leur a pas... Non seulement c'était gratuit, mais avec GR, on était radical. Pas de publicité, jamais de sponsor marqué, jamais, vous savez, dans toutes ces foires, ils vendent quelque chose. Non, il n'y avait rien à vendre, rien à acheter. On a même fait attention qu'il n'y ait pas un signal de publicité pour qu'il ne s'agisse pas d'un monde d'échanges commerciaux et d'utiliser le public en otage dans une fête derrière un grand truc. Moi, j'ai posé tout à l'heure devant le panneau Donostia. Mais bon, je suis dans un festival, on me donne un prix, c'est bien normal. Mais j'aime pas poser devant. Même les photocalls, j'aime pas parce qu'il y a des trucs écrits derrière. Une fois, j'étais dans une réunion comme ça, de presse, et il y avait derrière moi de la publicité pour des stylos. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous m'en donnez un, et puis après, vous enlevez le panneau. Il y avait en 2 gestes. Mais on ne veut pas être les otages de la publicité. Moi, je pourrais peut-être gagner plus d'argent si je faisais des publicités, parce que c'est très payé. Mais je ne veux pas les faire. Je ne veux pas vendre des cosmétiques. Je ne veux pas vendre des produits. Je ne veux pas vendre du jambon en boîte et des choses comme ça. Donc, je ne fais pas de films publicitaires. Donc, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais je fais un cinéma libre. Et je pense que celui-là, qui a été produit par ma fille, Rosalie Varda 2000, qui a eu la patience de trouver l'argent peu à peu pour que JR et moi, on puisse tourner pendant 15 mois, 1 semaine par mois. Parce qu'au bout d'1 semaine, moi, je suis trop fatiguée. Je ne peux pas courir dans les champs, monter, descendre. Donc, je suis d'accord de faire l'effort, 5 jours, 6 jours. Et après, je fais du montage, je suis assise. Donc, on a tenu compte de ma fatigue relativement naturelle, mais je suis quand même forte, hein, vous avez vu, je suis pas complètement à plat, mais je ne peux pas faire des grands tournages. Pourtant, si on est une production rationnelle, on fait un tournage de 7 semaines, on prend une équipe, on la garde pendant 7 semaines, on les paye peut-être un peu moins parce qu'ils travaillent 7 semaines. Tandis que nous, on était de prendre chaque fois une équipe pour chaque semaine. Et donc, c'était une production particulière. Mais elle a correspondu à notre projet. JR et moi, quand on s'est rencontrés, moi, je connaissais son travail, j'admirais beaucoup. Et il a dit qu'il connaissait mes films et qu'il les aimait. Donc, Rosalie a dit, mais pourquoi vous ne vous rencontrez pas? Et quand on s'est rencontrés, étincelle, une espèce de coup de foudre artistique, amical, professionnel. On a tout de suite pensé qu'on allait travailler ensemble. On a tout de suite cherché de l'argent pour commencer tout de suite. Avec cette idée que nos 2 techniques, moi de documentaire et lui de grandes images sur les murs, on allait mettre les gens en valeur de 2 façons différentes. Mais quand même, il venait avec moi pour les entretiens. Et moi, j'étais près de lui quand il collait. Je ne monte pas aux échelles, hein, quand même, pas à ce point-là. Mais quelquefois, je lui tendais la colle. C'est-à-dire qu'on a pensé que 2 personnes d'âge différents, mais avec la même envie de mettre en valeur des gens sans pouvoir, justement, ben, on a pensé que ça marcherait. Et ça a marché. C'est-à-dire on a été contents de ce qu'on a fait parce qu'on a eu les moyens de notre projet, qui était un projet modeste, un documentaire. Ça coûte cher, mais ça ne coûte pas cher comme une fiction. Donc, on a forcément moins de spectateurs. Mais on le sait parce que le film est sorti en France, que l'accueil du public est chaleureux, que les gens sont contents,
qu'ils ont l'impression d'avoir rencontré ceux qu'on a filmés, qu'ils ont eu l'impression d'être en pleine, qu'est-ce que j'allais dire, en pleine humanité, en plein partage, avec des gens différents qui disent des choses différentes. Et on n'est pas fiers, on est content d'avoir réussi ce qu'on cherchait, créer du lien, que nous soyons les intermédiaires entre les personnes filmées et les spectateurs. Donc évidemment, ça veut dire que les distributeurs doivent faire du travail pour que le film soit montré dans beaucoup d'endroits. En France, on a eu un très bon distributeur qui a montré le film même dans des petites villes, des toutes petites villes. C'était très important pour nous, parce que ce n'est pas seulement les fameuses 5 grandes villes comme dans tous les pays, mais dans des villages. Et on a été montré dans des villages. Et ça m'a plu. Il y avait tout d'un coup 300 personnes qui venaient. Et peut-être il y avait 2 représentations, avec 2 fois 80 personnes. Mais ça, c'est la volonté de faire un cinéma qui soit de qualité, mais populaire. Donc c'est un travail qui est fait par nos équipes, l'équipe de Ciné Tamaris, l'équipe du distributeur, et la volonté que le cinéma ait du sens, et pas forcément beaucoup d'argent. Tenías una pregunta aquí. Agnès, bonjour. Je crois que le film encore, c'est... Est-ce que tu es Ima? Oui. Je reconnais ta voix. Je ne te vois pas, mais je reconnais ta voix. Elle est formidable, cette femme. Elle enseigne le cinéma à Gérone. Elle oblige les gens à découvrir le cinéma, à l'aimer. On a besoin de professeurs, de journalistes, de fanatiques, parce que c'est eux qui font le relais pour aimer le cinéma. Merci, Ima. Merci à vous. À la fin, je suis une fanatique de votre cinéma, vous savez. Et c'est vrai, non? Il y a le désir de la transmission de votre cinéma. Et j'ai pensé, j'ai vu le film à Cannes, nous avons rencontré, j'ai dit, bon, c'est encore un film que c'est la démonstration du pouvoir de l'imagination, et c'est aussi la filmation du pouvoir de la liberté pour faire cinéma. Et ça, à la fin, rappelle à l'esprit de la nouvelle vague. Je crois que le film, c'est curieux parce qu'il y a un hommage aussi à Godard, non? Alors, bon, je ne raconterai plus, mais il a la curiosité. C'est ce qu'à la fin, Godard a vu le film, et a vu peut-être quelque chose. Alors, vous faites 3 questions en même temps. Ouais. Et je vais essayer de prendre dans l'ordre. On a dit que l'esprit de la nouvelle vague, c'était la liberté. Oui, parce qu'avec les nouvelles pellicules, les nouvelles caméras, la décision de tourner dehors, pas tellement dans les studios, c'était une libération. Mais les buts des gens de la nouvelle vague étaient tous très différents. Alors, question de liberté, oui, je pense que la liberté, c'est pas juste d'aller dans la rue et de crier, c'est de voir si on peut sortir des carrés, sortir des tiroirs. Et, par exemple, quand JR a décidé de documenter ma vieillesse, il a dit, on ne va pas te faire regarder des petits cartons comme ça, on va faire un carton géant avec des lettres. Et vous allez bouger un peu. C'était une façon amusante de raconter. C'est l'imagination de dire, mon problème des yeux, il devient un spectacle. Et quand il a commencé à photographier mes yeux, mes mains et mes doigts de pied, alors, les doigts de pied, et qu'il a eu l'idée de mettre mes doigts de pied sur un wagon. Alors là, c'est l'imagination. C'est un peu la folie quand même. Alors, les yeux, les mains et les doigts de pied. Alors voilà, il dit, je vais t'envoyer en voyage en petits morceaux. Et il y a tout d'un coup un ouvrier de l'usine qui est là. Il regarde mes petits doigts de pied et il dit, c'est vrai qu'ils sont petits. Mais je pense que c'est complètement surréaliste dans un documentaire qui se veut social. Et tout d'un coup, on s'amuse. On s'amuse d'envoyer mes doigts de pied et qu'un ouvrier d'usine connaisse mes doigts de pied. Donc, on a essayé de ne pas non plus être trop sérieux. Je l'ai dit, on n'est pas des anthropologues, on n'est pas des vrais sociologues. On veut créer de l'amitié, de la surprise, un petit peu de choses qui nous font plaisir, qui nous amusent. Donc, c'est peut-être en rapport avec la nouvelle vague, parce que il y a eu, et chez Godard, et chez Rosier, et chez d'autres cinéastes, une envie de sortir un peu des formats. Mais ce qui me semblait important, c'était, au long de ma vie, de faire des fictions et de toujours continuer à faire des documentaires.
parce que je dis que c'est une école de modestie, c'est parce qu'on est au service des gens qu'on filme. On est là pour les mettre en valeur, même si on fait nos petites blagues de doigts de pied et de chansonnettes. Donc on essaie de faire naturellement ce qu'on souhaitait faire, mais que notre rapport, notre amitié et son histoire de lunettes noires fassent partie du jeu, pour qu'on n'installe pas le film comme une démonstration, mais comme aussi le plaisir de filmer, le plaisir de monter. On a été accompagné par un grand musicien très connu, Mathieu Chédid. Je pense qu'il fait des concerts ici aussi en Espagne. Et il a essayé de trouver des mélodies avec ce mélange de mélancolie, nostalgie et énergie quand on marche, quand on va. Donc le film est pris. C'était quoi ta troisième question, Emma? Si Godard a vu le film. Ah, alors, c'était amusant parce que tout le monde a été gentil avec nous, sauf Godard. Bon, parce qu'on ne pensait pas qu'il va garder sa porte fermée. Mais je pense que tous, chacun dans notre vie, on a connu une porte fermée. On a connu ça une fois. Et là, je ne pensais pas que ça allait m'arriver, là, à cet âge-là, devant la porte de Godard. Et on pensait qu'on allait filmer la rencontre. Eh bien, on a filmé la non-rencontre. Et moi, j'étais choquée parce que, comme c'était en référence avec Jacques Demy, ça m'a fait un vrai coup au cœur. Et après, quand on s'est assis au bord du lac, je trouvais que JR a été génial parce qu'il a eu l'idée de dire, au fond, Godard a écrit une page du scénario. C'est Godard qui a écrit la fin, qui a créé la fin. Donc voilà, c'est un film qui peut signer un 12e de Godard. En tout cas, on lui a envoyé le DVD et il n'a pas répondu. C'est mystère. Mystère. Mais je l'aime beaucoup. J'admire beaucoup son travail. Je trouve qu'il est radical. Il va tellement loin quelquefois que je ne suis pas toujours capable de le suivre là où il va. Mais il fait du cinéma une arme de culture, une arme de cinéma plus que radical, de cinéma expérimental. Et on a besoin de gens comme ça, quelquefois beaucoup plus que de cinéastes de bonne qualité qui font des fictions avec des sentiments. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je vois toutes sortes de films. Et je ne suis pas critique de tout. Mais je sais ce que je ne veux pas faire. Et je sais ce que je souhaite faire. Alors, je pensais m'arrêter aux plages d'Agnès, m'arrêter dans le cinéma qui sort dans les salles, le cinéma en exploitation. Et puis, JR m'a pris comme ça, par le bras, on a dit on y va, on y va. Et donc, on a fait encore un film, celui-là. Mais sinon, je travaille plutôt sur des installations artistiques, sur des choses où il y a moins d'argent, moins d'enjeux. Et j'arrive à créer des triptyques, des choses que j'aime, qui ne sont pas très connues, mais qui me donnent quand même l'impression de ce que tu as dit, le pouvoir de l'imagination, la bonne humeur, de voir qu'on peut montrer la vie autrement que dans les horreurs. On sait très bien que le monde est un chaos terrible. On sait très bien que tous les jours, en ce moment, il y a quoi? Il y a des Birmans musulmans qui fuient vers le Bangladesh, qui est le plus pauvre pays du monde. C'est-à-dire, on est dans l'horreur plus l'horreur. On sait tous les jours, il y a encore des gens qui se noient parce qu'ils essayent de migrer dans un autre pays, qui prennent des bateaux qui ne tiennent pas le coup. Donc, on le sait, ça arrive tous les jours. Plus les inondations, plus les maisons qui s'écroulent et des petites voix qui sont dans les éboulis et qu'on entend et qu'on veut sauver. On voit ça tous les jours, on le sait. Mais on peut aussi penser que les gens qui vont au cinéma ont quelquefois besoin d'autre chose que des actualités qu'on voit à la télévision. Et que peut-être un documentaire de rencontre nous donne l'idée qu'on est quand même parmi des gens qui ont leurs soucis, leur vie, leur travail, et qui ont envie de parler, envie de partager. Et que ce partage, j'espère qu'il fonctionne dans ce film, je crois qu'il fonctionne dans ce film, d'après les réactions qu'on a eues en France, où le film a été reçu extrêmement bien. Et ça me fait plaisir quand les gens donnent la sensation qu'ils ont vu. On m'arrête dans la rue, des jeunes, des moins, et des jeunes qui me disent « merci pour ce film ». Ils disent pas « bravo », ils disent « merci ». Ça, c'est le plus beau cadeau. Merci, Agnès. Merci. Sí, una última pregunta. Ah, Sí. bueno,
Félicitations, madame, pour le film. J'ai une question. Bon, que vous avez un petit peu répondu, mais je voudrais vous demander. Le film a la collaboration de la Fondation Cartier, le musée MoMA, Arte. J'ai beaucoup aimé la citation au début, quand vous dites qu'en tant que mesure immédiate au désir d'enregistrer, vous avez eu l'idée du crowdfunding. Crowdfunding, des gens qui ont fait une contribution économique. Alors, voilà ma question. Malgré le fait de travailler depuis très longtemps dans le cinéma et d'être énormément respecté, quels sont les problèmes financiers et économiques ou en termes de production auxquels vous devez faire face pour faire un film? Vous posez bien la question, parce que j'ai répondu à ça quand on m'a dit « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tous ces prix ?» J'ai dit « Mais j'aimerais mieux avoir de l'argent. » Parce que depuis 60, je ne sais pas combien d'années que je fais du cinéma, j'ai eu de la difficulté chaque fois à trouver de l'argent. Et on croit un peu que les gens qui sont un petit peu célèbres, qui ont des prix, ont de l'argent. Mais j'en ai pas du tout. Et quand on a voulu faire ce film avec JR, moi, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a créé ce rapport avec le cross-funding, c'est-à-dire on a dit à des gens, si vous voulez nous donner de l'argent, vous l'envoyez pour commencer le film. On avait demandé 50 000 €. Et on a reçu, je crois, 54 000, moins la commission, moins les frais, parce qu'on avait promis d'envoyer des photos, des affiches. Enfin, on a encaissé vraiment, je crois, 47 000 €. Et avec ça, on a commencé à tourner. Et les gens croient que c'est ridicule, quand on est connu, de dire aux gens, donnez-nous de l'argent. C'est pas ridicule, parce qu'on n'en avait pas. Il ne faut pas faire confusion avec des prix. J'ai des prix dans une armoire. Je les ai même mélangés avec les prix de Jacques Demy. Donc on a une belle armoire. Mais on ne reçoit pas de chèque, on ne reçoit pas d'argent. Quand je commence à faire un produit, quand je cherche à faire un film, par exemple, nous avons en France une chose qui avance sur recette. Ben, on a présenté le projet, ils ne nous l'ont pas donné. Ils ne nous ont pas donné d'argent. Donc on a commencé avec ce cross-funding. Et puis Rosalie, ma fille, alors qui a fait un travail de productrice formidable, elle a trouvé peu à peu. Et quand vous dites les musées, vous avez raison de dire ça. Parce que comme je fais un cinéma, enfin disons qui a été apprécié, le MoMA collectionne les copies de films, pas seulement des miens, des cinéastes qu'ils considèrent comme intéressants. Donc j'ai le MoMA, une copie de Cléo de 5 à 7, du Bonheur, de Saint-Ouen Illois, etc. Donc Rosalie a l'idée de leur dire « Est-ce que vous pouvez acheter la copie avant de voir le film ?» Donc ils ont dit oui. Donc ils ont donné un peu d'argent. Ils ont acheté, comment ça s'appelle, à l'aveugle. Mais ils ont dit après que c'était bien. Et la même chose pour la Fondation Cartier. Ils ont acheté les droits de montrer une copie sans l'avoir vue. Ça veut dire qu'ils m'ont fait une confiance extraordinaire. Donc, vous dites ça un peu d'une façon de dire oui, vous faites aider par les musées, vous faites aider par le cross-funding. Mais d'abord, on a besoin. Personne ne veut le croire. À chaque film, j'ai passé plus de temps à chercher de l'argent qu'à préparer le film. Toute ma vie, j'ai cherché de l'argent. Je me rappelle quand je faisais l'une chante, l'autre pas. On était tellement en problème qu'au milieu du tournage, j'allais dans une cabine téléphonique en téléphonant. Vous nous devez de l'argent, envoyez-le vite, comme ça. J'ai toujours connu ça, mais ça ne me gêne pas. Je pense que les cinéastes de ma catégorie, ils ont toujours eu des problèmes d'argent. Et c'est pas, ça fait presque partie de notre vie, on l'a presque accepté, parce que jamais j'ai eu quelqu'un qui a dit « Vous voulez faire un film? Vous pouvez le faire. Demandez-moi, je vous donnerai tout. » Une fois en Amérique, un type m'a donné une somme pour que je fasse un film qui s'est appelé « Lions, Love and Lies ». Pour celui-là, il m'a apporté une somme d'argent. Pas beaucoup, mais il a mis sur la table, il a dit « Vous pouvez faire ». C'était la seule fois. Sinon, on est toujours en dire « S'il vous plaît de l'argent, s'il vous plaît de l'argent ». Moi, ça m'est égal, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait à mon âge. Donc, je réponds à votre question qui était un peu à double tranchant. Si vous vous moquiez du fait qu'on a cherché de l'argent par le cross-funding, ben vous avez tort, parce qu'on a été très contents que des gens misent sur nous en envoyant 20 €, 50 €. Il y en a un ou deux qui ont donné plus. Puis il y avait beaucoup de gens qui ont envoyé 100 €.
des gens qui connaissent mon nom, qui connaissent mon cinéma. Et on les a remerciés, on a envoyé des photos, des affiches. Bon, c'est un financement particulier, mais on n'est pas les seuls. Beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui essayent de faire des projets un peu rares, utilisent ce système en disant « Vous voulez voir mon film ? Payez un peu d'avance, s'il vous plaît. » Et je dis merci. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film, ils sont, je ne sais pas combien, 460, on les a tous écrits au générique, au commencement du générique. Toutes les personnes qui ont envoyé 50 €, 20 €, ils sont tous écrits dans le générique, parce qu'ils nous ont aidés depuis le premier jour. Et ils sont au début du générique. Bon. Bueno, la verdad es que estaríamos toda la mañana. On pourrait passer la matinée entière, mais Agnès Varda a un prix à recevoir. Alors merci infiniment de votre présence, merci et félicitations.